Bienvenue à tous, bienvenue dans Tutti Foot, si parla di Wallo, si parla di un'epoca di appassionati, chi li piacciono Wallo e questo corpo. La Balagne est avec nous. Bonjour. Invité, nous avons Bonjour. Vincent Martelli, milieu de terrain de l'équipe, et l'entraîneur qui est Julien Bouzin. Bonjour, Voilà. enchanté, merci. Nos invités aujourd'hui qui vont représenter le FC Balagne. Alors Patrice, Jean-Baptiste, je vais vous faire part un peu de notre sommaire. Nous allons avoir comme invité visio Jean-Toussaint Moretti, l'entraîneur d'AFA en Régional 1, et David Carédu, l'entraîneur de Sud FC en National 3 Groupe J. On va parler bien sûr dans quelques instants de Coupe de France. Et l'occasion m'est donnée et nous est donnée encore de parler de Michel Sorbar, puisque Patrice, on l'a déjà dit, mais on va le répéter aujourd'hui, on l'a à cœur, cet hommage qui a été fait à Michel à travers son nom qui a été donné à cette salle. Effectivement, il y a eu une inauguration la semaine dernière au siège de la Licorce de football qui a été impulsée par Jean-René Morakin, le président de cette Licorce de football, qui a honoré la mémoire de justement Michel Sorbar, ancien président notamment du Sporting Club de Bastia, victorieux de la Coupe de France en 1981. Et on va retrouver une interview de Michel Sorbar, que vous avez été à l'initiative de cette interview lors des 40 ans de la Coupe de France. Michel, alors, cette coupe, elle a été gagnée, elle a été ramenée en Corse. Qu'est-ce qui a fait que la tournée s'est organisée, cette tournée magistrale, pour pas dire qui a fait plaisir à l'ensemble des Corses et supporters du Sporting? Comment s'est-elle organisée? C'est-à-dire que on avait envisagé de faire un tour de Corse, d'abord dans les grandes villes, Ajaccio, Corte et Bastia, au départ, Calvi et Porto Vecchio. Mais ensuite, le comité d'entreprise, il y avait 3 personnes du comité d'entreprise qui nous ont demandé de pouvoir faire un tour de Corse même dans les villages à l'intérieur de la Corse. C'est ce que nous avons fait et que nous avons accepté. Et je les ai suivis bien souvent dans les déplacements pour pouvoir présenter notre coupe. Et les gens faisaient la fête et nous donnaient l'Euroball parce que c'était important à cette époque-là de pouvoir récupérer un petit peu d'argent aussi. Il fallait pas délaisser l'intérieur de la Corse et nos villages parce que c'était quand même des supporters qui venaient régulièrement voir nos matchs à Furiani. À partir de là, c'était les mêmes supporters que les Bastiais, que les gens d'Ajaccio ou d'ailleurs. Ils venaient tous pour pouvoir et communier avec nous pour cette Coupe de France. Voilà, beaucoup d'émotions parce que je revois Michel avec mes 2 compères de l'époque de la Coupe de France. Oui, je suis vraiment encore touché et vraiment je suis ému de revoir Michel avec qui on a passé d'excellents moments. Vous avez Francis Maggiani qui à l'époque représentait le comité d'entreprise de Job, vous avez qui est au centre, et vous avez à l'extrême gauche dans les images Jean-Pierre Albertine qui représentait la Somivac, et votre serviteur qui représentait les organismes sociaux. C'est nous 3 qui sommes allés à l'époque proposer avec un petit instigateur, tu vois ce que je veux dire, qui aime les animations, de faire cette tournée. Michel et les dirigeants de l'époque avaient été emballés, et c'est comme ça qu'on a pu donner et amener notre petite pierre à l'organisation de cet événement qui est le plus gros trophée qui a été ramené en Corse depuis toujours. Donc, beaucoup d'émotions et donc j'en profite à nouveau pour saluer notre ami Michel qui, je suis sûr, nous écoute tous les jeudis Tutti Foot. Voilà. Allez, on peut faire la petite parenthèse Coupe de France. On enchaîne naturellement avec la Coupe de France. Corte qui s'est imposé 4-0 vendredi soir face à l'Asvar. Le Gazélec d'Ajaccio, le GFCA, s'est imposé 2-1 face à Ghisona Ciaprone, une équipe aussi, toutes 2 pensionnaires de Régional 1. Ensuite, le Gaia Lucian s'est imposé logiquement face à Bocconian. On va le voir en image. Voilà, sur le premier but d'Anthony Safour, c'est repoussé dans un premier temps par Bocconian. On met ensuite une balle sur le côté gauche, sur un centre, repris en première intention, un très beau but qu'on voit là sous un autre angle d'Anthony Safour, qui vient ouvrir le score dans
dans ce match T'es seul, hein. face à Bocognano, a été complètement esselé au second poteau. Patrice, second poteau. Le second poteau, il fait un peu défaut des fois dans certaines matchs. rencontres. Ouais. Et le second but, c'est une superbe enroulée. Là, dans un premier temps, le gardien qui est lobé, mais le ballon renvoyé. Et Ivaldi qui vient nettoyer complètement la lucarne du gardien de Bocognano, qui donne 2-0 pour le Gaia Luciana, qui passe donc ce tour de Coupe de France. Et Un beau magnifique but, ce un beau hein. but. Hein. Ouais, très 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 beau but. Un beau but, il y a peut-être un peu le gardien En fin de qui n'a match. pas été aidé parce qu'il a été obligé de sortir un peu en dehors de sa surface, ou limite surface. Allez. On peut pas faire accabler grand-chose là quand même. Mais non, Là, justement, parce que ça, il était tout seul. Il a C'est bien ce que je un dis. très bon travail sur Il le n'a- côté il n'a gauche pas hein, été pour aidé. effacer le gardien et revenir justement pour la mettre en retrait à Obi Ivaldi qui justement Allez, place très bien cette on balle. répétera ce qu'on dit tous les matchs, quelle que soit la catégorie. En regardant même le coach qui est là, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Des 0-0, s'il n'y a pas d'erreur. voilà. Allez, maintenant, c'est Afa qui a sorti Furiani Aguiliani au penalty. Afa qui menait 1-0, se sont fait remonter au score, puis menait au score Afa. Ils se sont fait reprendre sur un penalty en fin de match par Sébastien Da Silva. Ils sont allés au penalty. On a eu les réactions de Jean-Toussaint Moretti, l'entraîneur d'Afa, sur ce match et sur cette très très belle victoire d'Afa. Alors, bonjour. Déjà, ce match, c'était un vrai match de coupe. Hein. Il y a eu du suspense, il y a eu des buts, il y a eu de l'intensité, il y a eu des duels. On a fait un très très bon début de match. On a joué sans complexe, même si c'est vrai qu'on craignait un petit peu cette équipe vu l'écart de niveau, mais cet écart de niveau justement, il s'est pas trop vu sur la première mi-temps où je pense qu'on a fait plus que jeu égal et on ouvre logiquement le score. On rentre au vestiaire avec un but d'avance et même si on y croyait déjà avant le match, c'est vrai que de rentrer à la mi-temps avec un but d'avance, on y a cru encore plus. Après, c'est sûr que dès le début de la deuxième mi-temps, on a senti que Furian a accéléré, nous mettait vraiment en difficulté, avec une force de caractère limite insoupçonnable, j'ai envie de dire. On a résisté. Logiquement, ils égalisent en milieu de seconde mi-temps et ils arrivent à doubler la mise, je crois, à la 92e sur penalty, alors qu'il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu et on égalise là aussi avec une grosse force de caractère à la 96e et après on se qualifie au tir au but. Donc c'était vraiment un match riche en émotions. C'est-à-dire qu'en général, ça arrive une fois tous les 2 ou 3 ans. Hein. On avait joué déjà Borgo, la nationale, il y a 3 ans, il me semble, où on avait été un peu timoré, où on avait complètement raté notre début de match. Ça nous a, je pense, servi d'expérience parce que là, justement, on a réussi notre début de match. Après, c'est sûr que sur ces matchs comme ça, la motivation des joueurs, elle vient naturellement, même si on a un petit peu poussé dans la causerie, mais je pense qu'on en avait pas forcément besoin tellement on a vu dès le début qu'ils étaient ultra motivés, ils avaient envie de se frotter à une équipe qui était censée être largement supérieure et ils sont vraiment à féliciter parce qu'ils ont fait plus que jeu égal. En fait, c'est ça qui est le plus important à retenir au-delà de la qualification parce que voilà, c'est juste un tour de Coupe de France au final, mais de voir tous les gamins du village courir avec les larmes aux yeux et rentrer dans le vestiaire pour chanter avec les joueurs, la plus belle victoire au final, elle est là. Elle est même pas sportive, elle est sur tout ce qu'on cherche à mettre en place au sein du club, c'est-à-dire une identité, une image, voilà, l'image du village d'Afa, elle est sur le coup, elle est vraiment belle, quoi. Moi, j'insiste toujours sur ce genre de propos et ce genre d'analyse qui finissent sur la fête, parce que le sport et le foot, c'est la fête. C'est ce qu'on ne doit pas oublier. La coupe est encore un instrument de propagande bien sûr du foot, mais aussi de cette fête, parce que le résultat et la qualification est au bout du match. Donc, il y a beaucoup. Alors, je suppose que là, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement? La coupe, c'est quelque chose qui est particulier. Je laisse Julien, vas-y Julien. Ouais, c'est des matchs à part, on va dire, c'est des matchs à part. Il peut y avoir parfois des différences de niveau plus ou moins importantes.
Et le fait maintenant aussi qu'ils aient enlevé les prolongations, ça resserre encore plus les niveaux et ça équilibre encore plus les débats. Parce qu'avant, quand vous aviez 2-3 niveaux d'écart, après sur le long d'une prolongation, physiquement, vous arriviez à faire la différence. Maintenant, plus le match avance, plus par exemple vous restez à égalité ou vous êtes mené au score par un club plus petit que vous, et plus ça devient compliqué à rééquilibrer les débats ou à reprendre l'avantage. Nous on l'a vu, la Balagne l'a vu sur les 2 dernières saisons où on s'est fait éliminer deux fois au Svar par une équipe de R1 qui était à un niveau en dessous de nous. Et ça a été des matchs à chaque fois assez compliqués où on a eu du mal l'année dernière, on n'a pas réussi à revenir au score quand on a été mené. Et l'année d'avant, ça a été encore plus compliqué. Moi, j'étais pas là, mais Vincent l'a vécu. Donc c'est vraiment ça. C'est des matchs vraiment à part. L'ambiance de la coupe, c'est particulier. Sûr, hein. Ça nivelle tout ça. C'est R1, N3. Là, on voit, c'est quoi? C'était R1 AFA contre N2 Fouriagne. Bon, apparemment, j'avais vu l'article le lendemain. Même dans le jeu, apparemment, AFA a fait un très bon match. Même si Fouriagne avait réussi à repasser devant sur la fin. C'est jamais fini. Après, c'est des scénarios comme ça. Un but à la 97e, en général, sur la séance de penalty derrière, ça trompe pas. Hein. C'est du coup humain. Là. Mais c'est vrai qu'il y a le public aussi. Nous, sur les 2 éliminations, c'était à l'extérieur. Et c'est vrai que je pense que ça y a joué à chaque fois. Ça a été plus difficile pour nous. Si on avait joué ces matchs à domicile, je pense que ça aurait pu se passer autrement. Mais justement, on va y revenir en image sur votre victoire. Antizan Tivetsan, lui, s'est incliné à domicile face à l'AS Kaznik, 3 buts à 1. La jeunesse de Bonifacio, elle a gagné 3 buts à 1 au pénalty face à la Costa Verde. Il y a eu 0-0 lors du temps réglementaire. Le Sud, lui, s'est imposé 2-0 face au FC Bordeaux. Et on va avoir justement une interview de David Carédu, l'entraîneur du Sud FC. Oui, exactement. On est toujours sur une période d'apprentissage où tout va très vite pour notre club, pour notre équipe. Hein. Je me répète, c'est fin de saison de PHA il y a 18 mois. On se retrouve quand même en National 3 dans une poule très compliquée. La Coupe de France, elle a permis aussi de faire un petit peu, de donner un petit peu de temps de jeu à ceux qui en avaient moins. Et ils nous ont prouvé qu'on avait quand même, je dirais, une profondeur de banc de qualité, surtout qu'on a joué une équipe en face qui était quand même assez au complet. Donc c'est rassurant et c'est la continuité de ce qu'on fait ces dernières semaines, même si je me répète, le début de championnat était difficile, mais on a eu des grosses cylindrées et on est passé très très près de gagner les premiers matchs. Malheureusement, on les a perdus, mais c'est des erreurs, c'est ce manque d'expérience qui nous a fait défaut, et petit à petit je pense que cette équipe elle va progresser, elle va s'aguerrir à ces niveaux où il y a plus d'exigence, plus d'intensité, plus de tout, même autour dans la préparation des matchs. Hein. Par exemple cette semaine on double 2 fois dans la semaine, on fait quand même 6 entraînements. On double ce matin et on double jeudi matin avec des spécifiques attaquants et des spécifiques aussi sur l'animation défensive. Donc il y a tout qui monte d'un cran, voire de 2 crans, et là on est sur une série de 3 victoires avec les 2 matchs de coupe et le dernier match en championnat contre Aigues-Mortes. Donc voilà, il faut continuer comme ça. On sait très bien que chaque match sera compliqué. Il y aura certainement des défaites, des victoires, mais je pense que cette équipe elle aura plus de capacité, d'expérience sur le cycle retour. En attendant, il faut grappiller des points et gagner d'expérience. Il faut continuer dans le même état d'esprit. Là, on est sur du travail, sur de l'exigence, sur du travail tactique, sur le gommage de nos erreurs. Hein. Il faut être plus efficace dans les 2 surfaces, que ce soit défensivement ou offensivement. L'avantage, on avait pris beaucoup de buts sur les premiers matchs, et là, sur les 2 derniers matchs, on en prend 1 contre Aigues-Mortes et 0 contre Borgo. Ça veut dire qu'on est en progression, et on va y aller là-bas en faisant le maximum, et surtout ne pas se prendre la tête, et en être conscient qu'à l'extérieur les matchs seront compliqués, mais que chaque match sa vérité, et on va essayer d'aller là-bas pour ramener 1 ou plusieurs points comme tous les matchs. Mais voilà, on est sur la bonne voie, et voilà, il faut pas lâcher. Il y aura encore une période d'acclimatation et d'apprentissage qu'il faudra bien gérer pour le groupe. C'était des propos de David Carédu, l'entraîneur du Sud. Effectivement, c'est vecteur de confiance aussi, le fait de gagner ces étapes de Coupe de France. On sait que le Sud est en difficulté pour le moment dans son championnat de National 3. Et voilà,
aussi l'image qui nous intéresse, ça va être ce match entre le Football Club Etxika Soaril et le FC Balagne, que vous êtes imposé 4-0. Tout s'est joué en seconde mi-temps dans cette rencontre. On va le voir justement en images. Une équipe d'Etxika Soaril qui a quand même mené la dragée haute dans cette première mi-temps. Vous êtes rentré au score 0-0. Messieurs, on pouvait s'attendre aussi à un piège en déplacement dans ce genre de rencontre? Ouais, on a été surpris déjà parce qu'on avait vraiment abordé ce match-là avec un grand sérieux. On avait fait même une analyse vidéo de l'adversaire comme on fait à N2. Ils ont changé leur système de jeu un petit peu et leur plan de jeu par rapport à ce qu'ils faisaient en championnat. Ça nous a un petit peu surpris sur le début du match. Ils sont passés sur une défense à 5. On avait du mal à trouver de l'espace entre les lignes et dans les intervalles, notamment dans les 30 derniers mètres. Donc on a eu vraiment du mal à marquer ce premier but et ils sont rentrés logiquement à 0-0 à la pause. On a eu du mal à mettre du rythme, on n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires comme on a pu le faire en seconde mi-temps. Mais voilà, on a su changer 2-3 points importants à la mi-temps et prendre l'avantage et après pouvoir se mettre rapidement à l'abri. On a vu justement en image un triplé de Tsar et un but de Ozumo en fin de rencontre. C'est toujours intéressant de se dire que voilà, c'est un motif, comme on l'a pu dire pour David Carraju, l'entraîneur du Sud, de motivation, de confiance, de continuité dans le calendrier, en se disant que la Coupe de France est un vecteur d'ambition aussi pour la continuité de votre préparation dans le championnat national 2. Oui, ça permet de jouer tout le week-end. Donc c'est sûr que de rester un maximum en Coupe de France, c'est important. Bon, et puis aussi de faire respecter la hiérarchie, hein, parce que même si on voit qu'il y a des surprises tous les ans en coupe, nous on veut aller le plus loin possible, que ce soit en coupe ou en championnat, on ne se fixe pas de limites particulières, hein, sans être prétentieux, quoi, en restant humble, en travaillant. Et voilà, le week-end, comme Julien l'a dit, ce week-end on a pris le match très au sérieux. Certes, on rentre à 0-0 à la mi-temps, mais je pense qu'on a quand même une grosse maîtrise sur la première mi-temps. Si on met les occasions au fond, je pense qu'on rentre déjà avec au moins 2 ou 3 buts d'écart. Et c'est sûr que ce premier but, il nous a libérés, il nous a permis de. C'est le lob, le premier but. Non, premier but, c'est le deuxième but, le lob. C'est le deuxième but. Ouais. Beau but, beau geste technique. Ouais, très beau. Et ça nous a permis de bien terminer le match, quoi. Mais justement, ces matchs, il y a 0-0 à la mi-temps, ça va se chercher dans la tête. Vous travaillez plus physiquement sur l'aspect psychologique. C'est tous ces facteurs qui font que la hiérarchie est respectée quand le score n'est pas en votre faveur. Ouais, c'est sûr que il faut garder une certaine lucidité, on dira, parce que c'est sûr qu'en rentrant à 0-0 à la mi-temps, on peut commencer à se poser des questions. Mais voilà, on voyait que ce qu'on faisait, même si c'est vrai qu'on mettait pas forcément tous les ingrédients, comme Julien l'a dit, surtout au niveau de l'intensité, on voyait qu'on leur posait beaucoup de problèmes et qu'à un moment donné, je pense si on marquait ce premier but, ça allait vraiment nous faciliter la tâche. Et on a réussi à le faire en début de seconde mi-temps, donc on a plutôt bien géré la fin de match après. Oui, en général, les matchs de coupe où il y a différence de catégorie, c'est serré, puis après ça se débride lorsque il y a un but. Les matchs en général se débrident, mais particulièrement en coupe, puisqu'on veut essayer de revenir, se découvre. Et là, on voit peut-être aussi les différences de niveau entre certaines catégories, mais en tout cas, une belle victoire, 4-0. Ouais, exactement. Ouais, 4-0. Après, voilà, bon. Le score, il est bien parce que ça nous permet de garder la confiance qu'on a acquis en championnat où on se procure beaucoup d'occasions et on marque pas mal de buts depuis le début de la saison. Donc ça nous permet de garder ça. Et puis notamment, comme l'a dit tout à l'heure David Carraju, l'entraîneur du Sud, ça nous a permis aussi de faire une rotation un petit peu au sein de notre effectif, de donner plus de temps de jeu à ceux qui en avaient un peu moins eu depuis le début de la saison, garder la confiance et puis garder le rythme au niveau des victoires parce que là on va enchaîner coupe, championnat, coupe. Donc voilà, déplacement important à Créteil. Et un match très important. Parler, ils sont tous importants, mais ouais, un match qui va commencer à être déterminant pour voir si on va rester dans le wagon de tête ou si on va rester dans le ventre mou. Mais plus on peut rester en haut et mieux c'est pour nous. C'était un point du haut, c'est ça 2, non 2 points avec un match en moins. Et Fleury à 14 et on a un match en moins, il me semble. 2 points avec un match en moins. Oui, 14, c'est ça.
Allez, je pense qu'on peut faire un petit point sur toutes les régionales. Oui, un point sur les championnats, même si ça a été fait la semaine dernière. On va revenir sur les matchs à venir. Sur les matchs à venir. Il va y avoir en Régional 4 le derby entre la réserve de Porto Vecchio et Sauta, qui a noté, et Toga qui va se déplacer face à la réserve du Sud pour un peu les gros titres de cette Régional 4. Maintenant, en Régional 3, le Capigorsu va recevoir l'Orient, et c'est un peu le choc de ce début de championnat, des deux équipes qui sont dans la première partie de tableau. Lupino va recevoir la troisième équipe du Gallia Luciana, Lupino qui doit confirmer et pour pouvoir se hisser dans ce haut de tableau de Régional 3. Et les deux réserves de Monticello et Bocconian vont s'affronter pour Monticello soit lancer leur saison, ou Bocconian confirmer pour rentrer dans la première partie de tableau. Le CB est exempt. Et le CB est exempt, à noter. Il y a le derby balanin là aussi. Hein. Oui, il y a le derby balanin entre Lumio et Calenzana qui... Lumiaccia. Ouais, la Squadra Lumiaccia. Squadra Lumiaccia. Contre le champion de Régional 4, Calenzana. Maintenant, deux secondes, ouais. Parce que là, il a parlé du derby. Oui. La Balagne a toujours été une terre de football, comme partout en Corse, mais la Balagne... C'est vrai que c'est une région où il y a quand même une culture foot assez importante. Et on le voit avec tous ces clubs. Hein. On est quand même maintenant qu'il y a eu la fusion entre Monticello et Sant'Erebara, on est quand même 4 clubs. Donc c'est quand même assez important. Pour une région où il n'y a pas non plus énormément d'habitants, je dirais. Quoi. Effectivement. Il y a une densité de joueurs et de passionnés. De passionnés, surtout de passionnés. Ouais. Et aussi, je le dirais, je le prolongerai comme ça, et aussi de partenaires qui viennent soutenir, je dirais, les clubs. Et c'est un point important aussi qui fait que les clubs arrivent à tenir. Bien sûr. Tchabassion. Allez, Régional 2 maintenant. En parlant de la Balagne, Monticello l'UMSR va se déplacer à la deuxième équipe du Gallia Luciana. C'est le choc de cette troisième journée de Régional 2. Monticello qui est premier et la deuxième équipe du Gallia Luciana qui est seconde. Ensuite, c'est la Pieve di Lota qui va se déplacer à la réserve de l'FJEB. Et la réserve de Corté va recevoir le GFCBL pour les gros titres de la Régional 2. Maintenant, Régional 1. En Régional 1, c'est AFA qui va se déplacer justement à Bigou là, contre l'FJEB. AFA qui peine à lancer sa saison parce qu'ils n'ont toujours pas connu de victoire en 2 matchs, avec un nul et une défaite. L'Asvar va recevoir Porto Vecchio, et il va y avoir le derby entre Echikazuare et Bocconiano pour cette troisième journée de Régional 1. Cette Régional 1 qui est toujours dominée par le GFCA, Echikazuare et Bocconiano qui sont tous les trois à 8 points pour ce podium. Allez, groupe D National 3, ça va être la 5e journée qui va se jouer. La réserve de la Ajaccio va recevoir le leader, l'Inas Monterrey. Le FC Borgo, lui, va se déplacer du côté de la SPTT Caen. Et la réserve du Sporting Club de Bastia, lui, va recevoir l'AFG Caen Football. Pour la National 3, groupe J, le Corté va recevoir le S Canet Roche, le Gallia Luciana lui va recevoir Villefranche, et le Sud va se déplacer du côté de Beaucaire pour cette 5e journée aussi de National 3, groupe J. Oui, ou pour l'instant, que ce soit le Sud FC et Corté, on en parlait tout à l'heure. Sont en difficulté, ouais. Sont en difficulté, il n'y a que Villefranche qui est dernier, avec 1 point. Mais bon, c'est le début du championnat. Il y a de quoi se refaire. Allez, ben justement, on va parler de la Nationale 2 avec en présence donc le FC Balagne et l'AS Souragny Agliani. Messieurs, vous allez vous déplacer du côté de Créteil pour cette prochaine journée. Comme vous l'avez dit, toute rencontre est importante. Créteil, c'est quand même une équipe qui affiche des ambitions dans ce championnat. Comment vous allez aborder justement cette rencontre en admettant aussi que vous avez fait tourner dans cette Coupe de France ce week-end? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Coupe de France nous a permis de donner du temps de jeu, mais aussi de faire récupérer certains joueurs qui avaient beaucoup joué depuis le début de saison. Donc voilà, on est réattaqué sur une semaine normale à 5 entraînements. On va aller à Créteil, qui est vraiment un gros morceau de la poule, qui le montre de par ses résultats, et puis depuis plusieurs saisons qui essaye de remonter en national, et qui était il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, si je me souviens bien, en Ligue 2. Donc ça va être un déplacement compliqué.
De plus, c'est sur herbe où on a un peu plus de mal, on va dire, parce qu'on est moins habitué. On s'entraîne sur synthétique et on joue sur synthétique. Mais voilà, cette semaine, on a pu se préparer correctement. On remercie d'ailleurs le club de Monticello qui nous a prêté ces installations pour nous préparer du mieux possible sur herbe. Après, voilà, c'est un adversaire qu'on a bien étudié. On mettra un plan de jeu en place, bien sûr, pour monter là-haut et essayer de prendre les 3 points comme à chaque match. On va on va bientôt finir le premier tiers du championnat. Et ça va commencer un petit peu à se positionner entre le haut et le bas. Et comme je vous ai dit, nous, même si notre objectif prioritaire, ça restera toujours le maintien, plus longtemps on sera en haut et mieux ce sera pour nous et pour cet objectif-là. D'autant plus que vous êtes en haut, à 2 points, on l'a dit, c'est pour ça que je parlais à 1 point tout à l'heure, mais avec un match de moins. Un match de moins qu'il va falloir jouer. Est-ce qu'il est déjà calibré, ce match? Non, ils ont pas prévu de remettre dans un premier temps, vu on pourra plus jouer le mercredi, donc ils ont plus fixé 2 matchs en semaine, donc je pense qu'ils attendent de voir par rapport aux qualifications Coupe de France des 2 clubs pour pouvoir fixer la date. En cas de bon parcours, vous pouvez jouer ce match sur les phases retour. Exactement. On pourra déjà avoir commencé la phase retour et jouer ce match aller-là, ce serait l'idéal pour nous. Honnêtement, ça ça peut être intéressant si vous faites une bonne série, de se retrouver, même si l'objectif premier est le maintien, de se retrouver avec une cartouche supplémentaire en se disant il y a quand même un déplacement de côté de Chambly, c'est pas rien non plus, mais de se dire qu'on peut aller chercher quelque chose à Chambly en cas de bons résultats sur les phases allées, ça peut être intéressant pour la FC Balagne. C'est toujours à double tranchant, je trouve. Ces matchs en retard, c'est toujours à double tranchant. Quand on devait aller là-bas, on est toujours dans une bonne période, mais on était vraiment bien. Après, d'ici là, on ne sait pas ce qui se passera pour les 2 clubs. On ne sait pas quand c'est qu'on va le jouer, on ne sait pas où on en sera au classement. Mais voilà, c'est vrai qu'on a quand même une cartouche, on a des points à prendre en suspens. Donc j'espère qu'on ramènera et on ira pour ramener quelque chose de Chambly quand tu auras une date de fixée. Le coach, c'est sûr, il ne va pas se mettre la pression en disant « Mais bon, il y a quand même 5 rencontres qui ont été jouées. Pour l'instant, les résultats sont là. Il en manque une qui est à jouer. » Et d'où le décalage au nombre de points avec les autres équipes du haut de classement. Mais bon, la dynamique quand même est excellente jusqu'à présent. Pour une équipe qui joue le maintien, votre chapeau. Mais bon, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Non, mais depuis l'année dernière, on est resté sur la même dynamique. On aborde les matchs sans pression, en ayant la volonté de prendre les 3 points sur chaque match, tout en respectant l'adversaire et en respectant les consignes. Après, voilà, je pense que ce week-end, ça va être le premier test match, je dirais, pour savoir où on se situe dans ce championnat, parce qu'on va jouer contre, je pense, les 2-3 équipes. Ça fait partie des 3 équipes, je pense, qui sont préparées pour jouer la montée avec Bobigny et Fleury. Donc ça nous permettra de savoir où on se situe après 6 journées dans ce championnat. Justement, vous êtes la meilleure attaque de ce championnat. Beaucoup de buts marqués, mais quand même 8 buts encaissés. Est-ce que vous attendez forcément à ce début de saison à être si haut dans le classement ou alors, comme l'a dit Bernard, l'appétit vient en mangeant? Je laisse le coach parler. Non, aussi, on avait fait une très bonne préparation. Honnêtement, on a fait une très bonne préparation, même si on a joué qu'un club qui était au-dessus de nous, c'était la Ligue 2 du Sporting. Après, on a joué que des équipes de N3. Mais voilà, on avait fait une très bonne préparation. Déjà en préparation, on avait marqué pas mal de buts et on s'est créé beaucoup de situations. Même là, sur les matchs où on a gagné, on aurait pu en marquer encore plus parce qu'on se crée vraiment pas mal de situations. Voilà, après il y a eu ces buts à encaisser, il y a eu cette contre-performance à Chantilly qui arrive où c'était vraiment un jour sans, même si attention, il faut respecter l'adversaire, on est tombé sur une très belle équipe de Chantilly. Mais ça a été un jour sans de notre côté. Donc voilà, je pense qu'on a quelques réglages défensifs encore à faire et continuer sur cette dynamique offensive parce que voilà, c'est en marquant des buts, forcément, les résultats viendront derrière et si on n'en prend pas, on sera sûr de pas perdre déjà et de revenir avec un point de chaque match. Donc vendredi, avant que je te passe la parole, vendredi c'est malgré tout un match, comme vous avez dit, qui va être un peu référence dans les objectifs et un match où, lors de ce déplacement, vous allez pouvoir soit affirmer votre détermination pour faire le meilleur championnat, pour pas dire autre chose, et mieux vous jauger, c'est ce que vous avez dit en gros, quoi.
Mais une période, on va dire, importante. Là. En plus, vous êtes quelque part un peu en embuscade avec ce match de moins. Vous n'êtes pas en haut. Mais les 2 prochains matchs, ça va être vraiment des bons test matchs parce qu'il y a Créteil, qui lui a... C'est une équipe qui chaque année est préparée pour monter, qui a un effectif fait pour. Et derrière, on reçoit Thionville, qui est une très 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 belle équipe. Thionville, il joue à chaque fois l'adversaire qu'on va jouer le week-end après. Donc on les étudie à chaque fois à la vidéo. C'est souvent les matchs de Thionville. Et c'est vraiment une très très belle équipe de ce championnat. Qui plus est, qui viennent récupérer les points de Fouriane. Justement, on va en parler. Voilà, c'est une équipe qui se replace bien, qui a connu sa première victoire face à Créteil, qui a gagné 3-0 quand même Créteil, qui avait toujours pas encaissé de but ni de défaite depuis le début de la saison. Donc là, les 2 prochains matchs, voilà, comme il a dit Vincent, ça va être des matchs qui vont nous jauger pour voir où on se situe et ce qu'on est vraiment capable de faire dans ce championnat. Ce FC Balagne, qu'est-ce qu'on peut dire en général? Infrastructure, environnement, dirigeants, joueurs, catégories? Les infrastructures, le stade a été refait il y a 2 ans maintenant. Au niveau de l'équipe dirigeante, ça fait plus ou moins la même depuis quelques années maintenant. Le staff est arrivé en place du coup, il y a 2 ans, ça fait 2 ans. On a fait la fin de saison. La fin de saison qu'on a commencé à sauver en N3 et la première finale de coupe, donc la première coupe de Corse. L'année complète l'année suivante et là cette saison c'est la 3e saison où on est au club. Là, on a vraiment ils ont vraiment commencé à s'installer, je dirais, à partir de l'année dernière, parce qu'ils ont récupéré l'équipe en place quand ils sont arrivés. Et voilà, ça travaille bien et on est sur une bonne dynamique. Il y a un bon groupe. Ça, je pense que à notre niveau, ça fait aussi la différence, parce que certes, il y a la qualité, mais l'état d'esprit, il est très bon. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, voilà. Certes, on s'attendait peut-être pas à avoir autant de victoires sur le début du championnat, mais on n'avait pas peur d'affronter toutes les équipes contre lesquelles on a joué et on les aborde vraiment sans pression. Allez, je pense qu'on peut conclure par la Ligue 2. La Ligue 2 qui va avoir ce week-end la réception de l'AC Ajaccio, va recevoir Martigues et le Sporting, lui, va se déplacer du côté de Pau. On le voit au classement, le Sporting est 8e avec 12 points, l'AC Ajaccio est 12e avec 10 points. Alors il faudra se rattraper de ce match nul face à Annecy le week-end précédent pour les hommes. Les hommes de Benoît Tavenot, un match du Sporting, je ne sais pas si messieurs vous avez suivi un match du Sporting qui a été un peu compliqué. Alors c'est des scénarios un peu fous où le Sporting était mené 1-0 contre le cours de jeu. Le Sporting est revenu dans cette rencontre, même de là à mener lors du début de seconde période. Et puis après Bastia sur pas mal d'actions, malheureusement subit un peu les vagues d'Annecy sur les 10-15 dernières minutes, ce qui a fait ce score de 2-2. Mais le scénario en lui-même, il a été très, très compliqué. Sporting qui a eu un scénario, je sais pas, il y a deux manières de le voir. Le coach, il en a vu un, et les supporters, et le résultat, c'en est un autre. C'est un scénario, le football, où c'est que ça tourne souvent comme ça, quand on n'arrive pas à creuser le quart, à faire le coche, on va dire, avec ces 2 occasions qu'ils ont eu en seconde de période, les 2 grosses occasions de Félix Thom et Rodriguez, c'est qu'ils ont 2 fois la balle du 3-1. Derrière, quand on n'arrive pas à tuer l'adversaire, souvent on se fait punir et malheureusement c'est ce qui s'est passé pour eux. Mais c'est dommage parce que c'était un match qui était à leur portée. Ils avaient fait une première mi-temps très cohérente. Ils sont menés, comme vous l'aviez dit, contre le cours du jeu. Ils ont bien su réagir et ils se sont créés de très belles situations en seconde et ils auraient mérité plus, mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous on l'a souvent vécu aussi quand on n'arrive pas à mettre ses premières occasions ou à creuser l'écart. Après, on laisse toujours l'adversaire en vie et ça peut se compliquer. Je dis toujours la même banalité au foot sur la Merca. Hein, savoir tuer les matchs, c'est sûr. Hein. Après, j'ai pas vu la fin de match, mais je crois que sur le but d'Annecy, il n'y a pas une faute ou une confusion. Une grosse confusion. Je sais pas si en main ou pas, on voit pas bien. Mais... Oui, mais Annecy, si on va résumer la rencontre en termes de buts, Bastia marque des buts. Annecy, un but contre son camp. Ouais.
De Guevara. De Guevara, ouais. De Guevara, qui, je pense, dans un réflexe, parce qu'il voit plus la balle, je me demande s'il n'y a même pas une faute. Ouais, peut être signalé, parce que On Joko, aime il lui arrive lancer un peu dans le dos. Ouais. C'est surtout, on voit l'importance, on en a parlé sur l'après-match, on voit quand même l'importance de la VAR qui aurait dû être mis en place cette saison en Ligue 2. Sur ce genre de scénario, sur ce genre d'action, surtout sur le cafouillage, sur le second but d'Annecy, il aurait pu avoir contestation. Ouais, Ajaccio contre Caen aussi, je crois que c'était il y a 2 semaines où il y a une main, mais alors j'avais vu l'image flagrante. Après, je pense que c'était plus un souci financier, non? Je pense pour la Ligue 2 par rapport à la mise en place de la VAR. Ouais, Oui, c'est par rapport au droit TV, c'est ça. Hein, c'est toujours pareil. De toute manière, c'est toujours un problème d'argent. Amputer les clubs. Si on avait l'argent de Paris, on serait peut-être ailleurs. Mais il y a beaucoup de matchs en jeu quand même. C'est un championnat professionnel. C'est vrai que de ne pas avoir la VAR, c'est quand même compliqué pour pas mal de décisions litigieuses, même sur des pénaltys dans d'autres matchs que j'ai suivi un petit peu en Ligue 2, où c'est toujours à vitesse réelle pour les arbitres. Des fois, c'est pas facile. Hein. Nous, les premiers, en tant qu'entraîneurs, on tape souvent sur les arbitres. Mais il y a des décisions qui sont vraiment pas faciles à prendre. La VAR pourrait les aider, quoi. Le deuxième but, au-delà du cafouillage qu'il y a dans la surface, ou peut-être, allez, on peut dire, c'est pas nous qui avons dégagé le ballon, mais le ballon, il arrive, et le joueur qui est au sol, il reste au sol, et il ferme l'angle avec son bras. Le ballon, il tape pas le poteau, il tape son bras. C'est ce que j'avais cru comprendre. J'avais pas vu le but. Là, du Bassa d'Audrey-Bourg, mais cette année, le Sporting, je regarde jouer souvent parce que franchement, je prends du plaisir à le regarder jouer. Ça va beaucoup plus de l'avant, je trouve, que les autres années. D'ailleurs, on le voit, ils sont capables de marquer des buts et je pense qu'ils ont un coup à faire cette année dans ce championnat, au moins pour accrocher les playoffs, je pense. Ouais, franchement, ils font un très bon début de saison. Ils ont un leader offensif avec Boutra qui est en forme en ce moment. Moi, c'est un joueur vraiment. J'aime bien ces profils de joueurs-là qui sont capables de mettre de la créativité, d'amener du lien. Complémentaires. Hein, voilà, ils sont vraiment capables d'amener un petit peu de la créativité et puis surtout des stats offensivement parce qu'il a déjà mis 3 buts, je crois. Donc, non, vraiment, c'est intéressant. Et même quand ils avaient joué contre nous en amical, on avait senti que dans le jeu, c'était déjà bien rodé alors que c'était leur premier match à amical où ils nous avaient posé vraiment des soucis dans le jeu, même s'il y avait deux niveaux d'écart. Et vraiment, ce qu'ils font depuis le début de saison, c'est très, 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 très cohérent. Voilà, s'ils lâchent pas, parce que là, ils ont perdu un petit peu 2 points, on va dire. Mais s'ils lâchent pas trop de points, je pense, je suis d'accord avec Vincent, ils seront pas loin d'accrocher les playoffs, j'espère. On le voit au classement, la Ligue 2 est très serrée comparée à la saison dernière. On avait quand même 2-3 clubs qui se détachaient lors de ce début de saison. Tout se tient à 2-3 points. Hein. On le voit, Metz, à la surprise générale, a perdu du côté de 3, 2 buts à 1. Alors, une équipe qui était favorite dans ce championnat, c'est le Stade Malherbe de Caen, qui a perdu lors de la clôture de cette 7e journée face à l'En Avant Guingamp 3 buts à 1. On le voit, tout se tient à mouchoir de poche. Il n'y a que Paris qui, grâce à sa victoire à domicile, sa victoire extérieure, pardon, mais dans le derby face au Red Star, c'est à domicile, mais ouais. C'était francilien, le derby francilien face au Red Star, essaye un peu de se détacher dans ce classement, mais on le voit, tout se tient à 2-3 points dans ce haut de tableau. Allez, mais c'est bien. Donc, le football, et moi je retiendrai ce qu'a dit Vincent, c'est que le Sporting, et si on avait la chance d'avoir avec nous Benoît Tavenot, il nous le dirait, que le club progresse, quand je dis le club, c'est l'équipe, je trompe de mots, c'est le groupe est tout nouveau, donc il avance, et tous, supporters, techniciens, on s'aperçoit que ce Sporting a une densité de jeu global, pour pas dire un jeu global, qui est complet, avec la particularité qui fait la différence, c'est qu'on améliore au fil des matchs notre capacité offensive, notre jeu offensif, et avec les 2 joueurs, et avec peut-être... je dirais l'ensemble de l'équipe, on arrive, ce Sporting, à être dangereux, à marquer des buts, parce que c'est ça. Et puisque les 2 dernières à Fouriane, c'est les 2 mêmes buteurs. Hein. Ouais, c'est les 2 mêmes buteurs, c'est pour ça qu'on dit cette complémentarité entre Lamine Cissé et Amine Boutra. Lamine Cissé qui ne connaît pas forcément ce niveau de Ligue 2, qui a été lancé par Benoît Tavenot et qui joue ce rôle du numéro 9 qu'on n'attendait pas forcément. On sait que c'est plus un joueur de profondeur. On sait que le Sporting est en manque d'un vrai numéro 9 dans cet effectif, et pour l'instant il remplit parfaitement son rôle, Lamine Cissé, à ce poste-là. Allez, écoutez, messieurs, encore merci. Force à l'FC Balagne. Merci à vous. Merci d'être venu avec nous.
Et j'espère que votre retour se fera avec moins d'encombrement et surtout que ce soit bien passé pour tout le monde sur les routes. Jean-Baptiste, Patrice, merci. Merci comme d'habitude à Brice qui nous a et qui nous fait des effets lumineux extraordinaires aussi bien en vidéo qu'en image, qu'en lumière. Si me goise une discothèque, comme dit Jérémy Vincent tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. On a parlé de cette semaine qui était surtout marquée par, je dirais, cet hommage à Michel, marqué par la Coupe de France. Et je terminerai à nouveau cette émission Tutti Foot en ayant une pensée très forte pour Michel Sorbar. A ringrazia a tutti.